Alors on va s'intéresser aujourd'hui aux arguments des débunkages autour du livre Transmania. On va pas s'intéresser au fond du livre, à savoir est-ce que le livre est bon ou pas, est-ce que les arguments qui sont mis en évidence dans le livre sont pertinents. Moi le livre je ne l'ai pas lu, je ne compte pas le lire parce que connaissant de loin le travail et l'honnêteté intellectuelle des deux autrices, je ne suis pas convaincue de la qualité du livre. Donc là, c'est une croyance de ma part, hein. Mais il m'intéresse assez moyennement. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, comme pour le rapport Cass, c'est les arguments mis en place autour de ces documents. Je vais traiter 2 exemples des arguments autour de la sortie de ce livre, ceux du Foilier et ceux de Cassandre. Et allez, on va débunker ça. On va débunker Transmania. Enquête sur les dérives de l'idéologie. La vidéo est en privé, mais vous avez bien cet épisode. Transmania, épisode bonus, gna gna gna. Alors, je ne pense pas qu'il est sorti cet épisode bonus. L'épisode bonus a pour but de nous faire voir que les contre-argumentations qui lui seront soumises, il les aura pré-shot. Le but, il nous l'indique, c'est pour montrer à quel point les critiques du genre seraient prévisibles. Effectivement, si on a les mêmes arguments de la part des transactivistes, eh ben on a les mêmes contre-arguments de la part des critiques du genre. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'on essaye de prouver lorsqu'on met en évidence le fait que nous soyons constantes sur les éléments que nous mettons en avant pour tenter d'indiquer les risques de transition chez les enfants ou les risques de l'idéologie transactiviste pour les droits des femmes, etc. Effectivement, ça risque d'être les mêmes arguments, et on a aussi les mêmes arguments en face lorsqu'on parle de ces questions. Totalité du récit, puisque Robert va nous accompagner pendant tout le bouquin. Sachez-le, c'est un mélange de fiction documentaire absolument phénoménal. Voilà, Robert sera mégenré du début à la fin. Robert ne sera jamais reconnu comme une femme trans par les autrices, mais comme un homme trans identifié, histoire de bien rappeler à toutes les femmes trans en France que Dora Muto et Marguerite Stern ne les considèrent pas comme des femmes. C'est très gentil les filles, merci beaucoup. Donc là, sur ce passage, on a 2 choses à souligner. Il nous indique que Robert, le pauvre, va être mégenré, donc lui-même, il le genre au masculin, puisqu'on sait très bien qu'on parle d'un homme. Il le souligne, effectivement, on parle d'un homme, donc on va utiliser les pronoms qui permettent d'indiquer le sexe de cette personne. Il va ensuite les appeler les filles. Très gentil les filles, merci beaucoup. Je trouve ça assez étonnant de la part d'un homme qui il méprise ces 2 femmes. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, du coup, pourquoi aller utiliser le terme les filles, extrêmement infantilisant, pour parler de 2 femmes pour lesquelles on n'a pas forcément d'amitié. Je pense que Stéphane trouverait étonnant que pour parler de lui, on dise mon garçon. Voilà, j'ai été assez étonnée. Et là, étonnamment, c'est La question trans est en train d'emprunter exactement le même chemin que les questions lesbiennes et gays dans les années 60. À savoir, au départ, c'était considéré comme un truc qu'il fallait psychiatriser, c'était anormal, c'était même associé à la pédocriminalité. Et on va voir que elle se gêne pas là-dedans. Donc là, il y a encore un lien qui est fait, toujours, entre transidentité et homosexualité. On essaye d'utiliser l'homosexualité pour expliquer que d'aller traiter les gens en les mutilant, en leur fournissant des hormones ou des bloqueurs de puberté, c'est la même chose que d'avoir des relations sexuelles consenties avec une personne du même sexe que nous, ce qui n'a pas de conséquences sur notre intégrité physique. On va essayer de mettre les 2 bien en parallèle pour expliquer que vu que l'homophobie n'est plus aussi présente qu'à une époque, alors il faudrait accepter des traitements pour les individus qui ne sont pas des traitements basés sur des preuves. Parce que, encore une fois, l'enjeu ici, c'est pas la transphobie. L'enjeu, ce n'est pas que les personnes trans aient moins de droits. L'enjeu, ce n'est pas de discriminer les personnes trans. La question que se posent les critiques du genre et ce à quoi répond Stéphane, c'est la question des traitements administrés à ces personnes. C'est la question du fait de forcer autrui à considérer un homme comme une femme et inversement, ce qui n'est pas le cas dans la question homosexuelle.
Puis une fois rassasié, il rentrait à l'heure pour le dîner et redevenait ce bon père de famille respectable. Ah oui, parce qu'en fait, si jamais vous avez, je sais pas, envie d'utiliser des sextoys, pour la raison qui vous regarde et que vous êtes un homme, vous n'êtes pas un bon père de famille respectable. Je suis... Là, on va avoir quelque chose qui va être souvent fait dans la vidéo. C'est du procès d'intention et de l'homme de paille. Il n'a pas été dit que si un homme se conduit comme ce qui a été décrit, ce que le passage je vous le mettrai certainement pas dans la vidéo, mais il lit un passage du livre qui décrit une séance de masturbation du personnage fictif du bouquin, qui effectivement je pense n'apporte pas grand chose. C'est assez vulgaire d'avoir mis ça dans le livre, mais peu importe, le sujet c'est pas de dire que si tu as des pratiques sexuelles qui restent éthiques, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon père de famille, et ce n'est pas ce qui est dit dans le bouquin. Donc là, on fait un raccourci Mario Kart en faisant dire aux autrices des choses qu'elles ne disent pas et qu'elles ne semblent pas sous-entendre. Et puis, il y a les enfants, parce qu'elle protège les enfants, d'accord, hein, ça c'est important. Les enfants à qui on explique désormais à 4 ans qu'ils doivent choisir leur identité de genre et à qui l'on administre des bloqueurs de puberté aux conséquences dramatiques sur la santé. Alors c'est dommage, parce que les bloqueurs de puberté en France, en fait, ils sont prescrits entre 12 et 14 ans. On donne pas de bloqueur de puberté à l'âge de 4 ans, parce qu'à l'âge de 4 ans, il n'y a pas de puberté. Donc voilà, là il a drop the mic sur le fait qu'on ne donne pas de bloqueur de puberté à l'âge de 4 ans. Je ne pense pas qu'une féministe radicale, qu'une personne critique du genre prétende qu'on donne des bloqueurs de puberté à 4 ans, et ce n'est pas ce qui est dit dans le passage qu'il nous lit. Il fait, encore une fois, un homme de paille. Il est assez fier de sa petite remarque, de son petit débunkage sur le fait qu'on ne donne pas de bloqueur de puberté à 4 ans, sauf que ce qui est dit dans l'extrait qu'il nous lit, c'est que on demanderait à des enfants de choisir leur genre à 4 ans. Donc là, bon, bien sûr, il nous faudrait des chiffres. Dans combien d'écoles, combien d'enfants se retrouvent à devoir indiquer leur genre. Mais donc du coup, voilà, première affirmation qui mériterait d'être sourcée, mais par contre, elles ne disent pas après, et dans la foulée, toujours à 4 ans, on leur donne ces bloqueurs de puberté. Elles disent qu'ensuite, dans la vie de l'enfant, des bloqueurs de puberté sont donnés, et oui, bien sûr, on sait toutes que les bloqueurs de puberté, c'est un petit peu avant le début de la puberté, ou au moment de la puberté. Ce serait idiot, et personne n'affirme que ce serait à 4 ans. Ce qu'elles mettent en évidence, j'imagine, dans ce passage, c'est que si à 4 ans, tu enfermes l'enfant dans cette manière de penser, où il pourrait être né, où il pourrait appartenir à un sexe qui n'est pas son sexe. Et donc, parce qu'il a une anomalie où il devrait appartenir à un sexe alors que sa réalité matérielle est celle d'un autre sexe, alors il faut qu'on lui bloque les hormones liées à son sexe réel, eh bien il y a un lien entre le fait de donner des bloqueurs de puberté à 13 ans et le fait d'enfermer un enfant dans une idée à partir de ses 4 ans. C'est ça, c'est la compréhension qu'on pourrait avoir de ce texte-là est plus logique que celle de leur mettre dans la bouche qu'à 4 ans, on donne des bloqueurs de puberté. À savoir, le genre deviendra roi et le sexe tu aboliras. Alors, qu'on s'entende bien, moi je suis tombé dans ces paniques, je sais d'où ça vient. Ça vient de tout petits comptes Twitter de militants ou de militantes qui ont 10 ou 20 abonnés, qui racontent parfois des dingueries, du style le sexe n'existe pas. Voilà. Si vous vous intéressez un tout petit peu, soit aux gender studies, soit aux militants et aux militants trans qui en parlent de façon sérieuse, vous n'entendrez aucune d'entre elles vous dire que le sexe tu aboliras. Personne ne dit ça. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde et c'est le genre de truc qu'on peut retrouver dans Valeurs Actuelles et qu'on regrette de retrouver dans un bouquin. Le 7e des commandements, c'est les espaces des femmes, tu coloniseras. Alors ça, on va en reparler, hein, la théorie de l'entrisme trans. On va beaucoup en reparler dans cet épisode. C'est vraiment cette impression qu'en fait, les femmes trans, elles veulent accéder aux espaces féminins pour les coloniser. Encore une fois, homme de paille. Ce qui est dit, alors peut-être, effectivement, peut-être qu'il y a des critiques du genre qui tiennent ce genre de discours, je l'ai déjà vu. Mais là, dans ce qu'il nous a lu, ce n'est pas ce qui est dit. Le commandement, bon, je trouve ça assez maladroit de faire des commandements comme ça, comme ce qu'il nous lit, mais ce qu'il vient de nous lire comme extrait, c'est « les espaces féminins, tu coloniseras ». Donc en fait, c'est une conséquence. C'est les espaces féminins se retrouvent colonisés par des hommes. Et lui, il traduit ça par « donc ça veut dire qu'elle considère
que les hommes transitionnent pour coloniser les espaces féminins. C'est une interprétation de sa part qui est très audacieuse. C'est pas ce qui est dit. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement, qu'il va faire à d'autres moments de sa vidéo. Que de partir d'un propos qui est tenu et de dire alors ça veut dire que, et de placer autre chose derrière et de faire un procès d'intention et un homme de paille sur le propos qui est tenu. Alors par contre, la vraie colonisation de la Palestine par l'État d'Israël, ça les intéresse qu'à moitié. Mais par contre, la colonisation imaginaire des femmes trans, bref. Et là, il nous dit, alors la colonisation, la vraie colonisation, ça les intéresse pas. Mais par contre, voilà, ce qu'elles imaginent dans leur tête, ça les intéresse. Quel rapport entre un conflit géopolitique dont on a une actualité en ce moment et la question qui nous intéresse, qui est la question du transactivisme dans la société française en 2020. Il y a une injonction à se prononcer, il y a une injonction à discuter du conflit israélo-palestinien. Ce même youtubeur a fait d'ailleurs une vidéo, non pas pour parler du conflit, mais pour être extrêmement condescendant envers les gens qui ne parleraient pas du conflit. Je me demande en quoi une prise de parole de la part de lambda sur internet impacterait, en comment cette prise de parole pourrait impacter ce conflit. Pourquoi est-ce que ce serait si important que chacune d'entre nous donne son avis, fasse une analyse de la situation? C'est un sujet extrêmement important, hein, mais c'est pas le sujet duquel nous sommes en train de parler. Et en fait, là, c'est un whataboutisme où on parle des hommes qui colonisent nos espaces féminins et où, out of nowhere, on nous dit « Ah oui, d'accord, et la colonisation au Moyen-Orient, vous en parlez pas ?» C'est effectivement pas le sujet dont on est en train de parler. Les enfants, tu vampiriseras, il est beaucoup question d'enfants, on reviendra dessus dans la vidéo de demain, et enfin dans toutes les sphères de la société, tu t'infiltreras. Voilà. Vraiment une théorie de l'entrisme. À les écouter, en fait, il y a un entrisme islamiste et un entrisme trans en même temps, d'ailleurs, parce que c'est bien connu que les islamistes sont particulièrement friands des communautés LGBTQIA+. Là, il nous explique, il nous fait un lien entre l'islamisme et le transactivisme. C'est lui qui fait ce lien, hein. C'est pas, le lien n'est pas fait dans le bouquin, le lien n'est pas fait dans l'extrait qu'il nous lit. Et ensuite, il va disprouver ce lien. C'est-à-dire que c'est lui qui amène ça sur la table, le lien entre islamisme et transactivisme. Et c'est lui qui, dans la seconde après, dit « Oui, parce que c'est vrai que, les islamistes, c'est vrai qu'ils sont friands des personnes non conformes aux stéréotypes de genre. Oui, mais c'est pas ce que tu es en train de débunker, c'est pas présent dedans. Donc tu te débunkes toi-même un élément que tu as toi-même mis sur la table, ça n'a pas de sens. » Voilà, ça colonise les ministères. Nos ministres sont trans, hein, vous saviez pas. Alors là encore, on a une confusion entre trans et transactivisme. D'après ce qu'il nous lit du bouquin, il est expliqué qu'il y a une idéologie transactiviste qui transparaît dans différents médias, dans différentes sphères politiques. Encore une fois, ça, effectivement, ce sont des affirmations qui se démontrent. Voilà, ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Mais du coup, lui traduit ça par ah oui, nos ministres sont trans, vous ne le saviez pas. Encore une fois, la question, c'est pas les personnes trans dans les ministères. C'est l'idéologie transactiviste. La dysphorie de genre, pour l'instant, telle qu'elle est décrite, est une sorte de gigantesque spectre dans lequel tout le monde plus ou moins peut se reconnaître. C'est-à-dire que par exemple, dans les critères qui permettent de dire si oui ou non vous êtes dysphorique de genre, vous avez des trucs du style ne correspond pas totalement aux stéréotypes sexistes associés aux hommes ou aux femmes. Oui, ça concerne le monde entier. Oui, mais ça c'est pareil pour pas mal de sujets d'ordre psy. Lorsqu'on regarde les critères de l'autisme, lorsqu'on regarde les critères du TDAH, lorsqu'on s'intéresse par exemple aux critères de l'addiction, enfin, ce sont des traits humains. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Je sais pas si on peut appeler ça des pathologies ou... Bref, j'ai pas le bon terme, peu importe. Les caractéristiques, les spécificités d'ordre psy, ce sont des traits humains. Donc effectivement,
on a tous plus ou moins de certaines caractéristiques qui se retrouvent chez des personnes narcissiques ou chez des personnes atteintes je sais pas, d'un trouble bipolaire. Ce qui va faire la différence entre une personne qui est diagnostiquée de ce trouble-là et le reste de la population, c'est que le trait en question dans lequel on peut tous se reconnaître à différents niveaux va là atteindre un niveau pathologique, où ça va empêcher la personne de fonctionner correctement. La question de la dysphorie de genre, oui, moi j'en ai souffert quand j'étais enfant. Les gens peuvent s'y retrouver à plus ou moins de degrés, et chez certains individus, ça va devenir vraiment invivable. Et donc là, c'est là où on s'intéresse au traitement qu'on va fournir à ces individus-là pour rendre leur vie confortable, au minimum supportable, et pour essayer de limiter ces syndromes, si on peut dire, c'est la manifestation de leur dysphorie. Si effectivement des gens s'autodiagnostiquent trans, parce qu'ils s'autodiagnostiquent une dysphorie, parce qu'ils se reconnaissent dans des critères qui sont des critères humains, donc dans lesquels on rentre tous plus ou moins, et ben on a une mauvaise prise en charge des individus, où le patient va décider lui-même de son traitement, va s'autodiagnostiquer, et on se retrouve avec des adolescentes qui vont se retrouver à être mutilées, à prendre des hormones, alors que si on basait leurs soins sur un protocole correct, elles ne seraient peut-être pas passées par là. Mais plutôt de se dire, mais c'est quoi précisément la dysphorie de genre? Et est-ce que ça concerne réellement les personnes trans? Est-ce qu'on peut être trans sans être dysphorique? La réponse, elle est oui. C'est absolument évident. La réponse, elle est oui, c'est absolument évident. Quelle est la source de cette affirmation? Je ne sais pas. D'autres encore transitionnent car leur micro-pénis ne leur permet pas d'avoir une vie sexuelle satisfaisante. Alors, j'ai pas trouvé la source, parce que il y en a pas. On peut avoir un micro-pénis et avoir une vie sexuelle tout à fait satisfaisante, j'en suis absolument convaincu. On peut avoir un grand pénis et avoir une vie sexuelle absolument vide. Alors encore une fois, il n'est pas dit que si on a un micro-pénis, on n'a pas de vie sexuelle satisfaisante. Il est affirmé que certaines personnes transitionnent parce que leur micro-pénis ne leur permet pas d'avoir une vie sexuelle satisfaisante. C'est des personnes parmi celles qui ont un micro-pénis qui n'auraient pas de vie sexuelle satisfaisante, et parmi encore ce groupe-là qui déciderait de transitionner pour cette raison-là. Alors effectivement, je suis d'accord, il faudrait une source de cette affirmation. Si on affirme que des personnes transitionnent en raison d'une vie sexuelle insatisfaisante due à leur micro-pénis, il faudrait l'affirmer. Mais par contre, il n'est pas dit que les gens qui ont un micro-pénis n'ont pas de vie sexuelle satisfaisante. Ce n'est pas ce qui est dit. Femmes trans en prison, ostracisées et discriminées, c'est l'Observatoire international des prisons qui publie ce long article que je vous recommande, qui est passionnant, à l'encontre des normes internationales. Les femmes trans continuent en France d'être détenues dans des prisons pour hommes, tenues à l'écart du reste de la détention pour leur protection. Elles sont regroupées dans un quartier dédié, placées à l'isolement, ou contraintes de se reclure d'elles-mêmes dans leurs cellules. Où qu'elles soient détenues, leur quotidien est marqué par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles et des violences, le plus souvent symboliques, mais parfois physiques et même sexuelles. Et donc, ça commence en fait à m'agacer d'avoir ces discours idéalistes, ultra simplistes, qui vont te parler d'un sujet qui n'est un non-sujet parce que ça concerne une personne actuellement en France, et qui, en plus de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes contente que les femmes trans soient enfermées dans des prisons pour hommes et subissent violences physiques et viols? Vous en êtes là. Vous en êtes à ce degré. Donc là, Stéphane nous affirme que nous sommes contentes que des hommes trans identifiés subissent des viols en prison. Le propos qui est tenu, qu'il appelle propos idéaliste, c'est de dire que nous ne souhaitons pas que des hommes puissent être détenus avec des femmes. Alors, lui, il met un bémol, très gentiment, grand prince. Il accorde qu'il ne trouverait pas pertinent d'enfermer des hommes qui ont commis des viols avec des femmes en prison. Il ne dit pas son avis sur les autres cas. Nous, on ne veut d'aucun homme dans les prisons pour femmes qu'ils aient été, en plus,
on ne sait même pas s'ils ont commis des viols, mais qu'ils aient été incarcérés pour viol ou pour autre chose. On ne veut pas d'hommes dans les prisons pour femmes. Ça, c'est considéré comme un discours idéaliste. Et on nous enjoint, on exige de nous qu'on trouve une solution pour les hommes en prison, alors qu'encore une fois, ce n'est pas notre sujet. Le sujet, ce n'est pas que les féministes radicales trouvent des solutions pour les hommes qui commettent des délits et des crimes. Nous, on souhaite juste que les femmes ne se retrouvent pas en prison avec des hommes. Et du coup, il nous fait dire, il sous-entend, il l'exprime même très clairement, que ça signifierait que nous soyons pour que les hommes transidentifiés soient violés dans les prisons pour hommes. Il y a 2 ou 3 semaines, Astronogeek a sorti une vidéo dans laquelle il parle du foilier et il explique que le foilier a tendance à mettre dans la bouche des gens des propos qui ne sont pas tenus par ces gens-là, alors même qu'il a lu les propos exacts une seconde auparavant. Et il fait comme ça une mise en parallèle entre le propos tenu par la personne et le propos déformé par le foilier. Et là, on a exactement ce cas-là. On a le cas d'un discours qui est « on ne veut pas d'hommes dans les prisons pour femmes » et on a sa traduction en « donc vous êtes contente, vous en êtes là, vous êtes contente que les femmes trans soient violées dans les prisons pour hommes ». Mon intention là, c'est de prouver aux anonymes qu'ils ne sont pas intouchables, de les rendre à leur tour vulnérables. Et donc, elle le dit, mon objectif c'est de leur faire du mal. De les rendre à leur tour vulnérables. Leur faire du mal. Vulnérables. Leur faire du mal. Dangereux quand même. C'est dangereux, ça peut avoir des conséquences dans leur vie, des conséquences assez graves. Hein. Je pense que c'est pas malin. Gré de perte absolue d'empathie pour les femmes trans, pour considérer qu'en fait à partir du moment où elles ont commis un crime, quel que soit leur crime, elles méritent ce qui va leur arriver en prison. Voilà, donc il nous fait dire que si un homme commet un crime, nous serions d'avis qu'il mériterait d'être violé en prison. Ça, c'est pas un discours que les femmes tiennent, de manière générale, hein. Encore moins les féministes radicales, mais de manière générale, quand vous vous baladez dans la rue et que vous commettez en tant qu'homme une incivilité, vous avez rarement des femmes qui vous souhaitent un viol. Alors on va peut-être me répondre que le va te faire enculer peut sortir assez rapidement dans les interactions sociales de manière générale lorsqu'il y a conflit. Moi récemment il y a un homme parce qu'il a considéré que je l'avais mal regardé après qu'il ait tenté de me faire un refus de priorité, qui est descendu de son véhicule, qui a laissé ses 2 petites filles de 4 et 5 ans dans le véhicule, et il m'a poursuivi à pied sur 100 mètres, 200 mètres, pour m'arrêter et me dire que je devrais aller me faire violer. J'imagine assez mal une femme faire la même chose et conseiller à un mec d'aller subir un viol lorsque celui-ci est un civique. Et je ne pense pas qu'il y ait un discours féministe où si un mec tue son voisin ou fait un détournement de fonds, il mériterait d'être violé. Donc bien évidemment qu'on ne le souhaite pas, ni dans le cas des hommes qui commettent des délits ou des crimes, ni dans le cas où ces hommes qui auraient commis ces délits ou ces crimes-là seraient transidentifiés. Nous mettre ça dans la bouche, ça sort de nulle part, c'est une diabolisation. Je suis assez étonnée du niveau argumentaire.
Voilà, il parlait de la dysphorie de genre en expliquant que le diagnostic était très rare et qu'aujourd'hui, en fait, il y a une explosion des dysphories de genre. Alors, je vous avais retrouvé l'article qui montrait que le nombre de dysphories de genre, si réellement on parle de dysphorie de genre, on en a parlé il y a un instant, en fait, est en diminution légère depuis 2017, entre 2017 et 2022. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et donc, non, on n'est pas du tout sur une explosion de la dysphorie de genre, c'est même plutôt l'inverse. On a plutôt tendance à voir apparaître une légère inflexion. Alors, du coup, est-ce qu'on parle de la dysphorie de genre ou des traitements pour transition de jeunes qui transitionnent, de jeunes ou de moins jeunes, hein. Parce que, en fait, en quoi ça nous informe le diagnostic de dysphorie de genre, surtout qu'il nous disait juste avant que pour lui, ce diagnostic, vu que c'était quelque chose de peu précis, qu'on pouvait pas en faire grand-chose, donc le fait que ça diminue, que ça augmente, en quoi ça nous informe? On nous dit que les données ont révélé que le pourcentage de jeunes affabs s'identifiant ouvertement comme transgenres ou de genre divers a en réalité légèrement diminué, passant de 1,9% en 2017 à 1,4% en 2019. Et qu'en plus de ça, les jeunes femmes assignées femmes à la naissance n'étaient pas surreprésentées parmi l'ensemble des adolescents trans, comme c'est rappelé en permanence dans cette... Effectivement, ce serait intéressant de lire cette étude, de voir dans quelles conditions elle a été menée, puisque ça va à l'encontre de ce qui a été révélé dans le rapport CAS. Donc on devrait s'intéresser, oui, aux méthodologies mises en place dans ces différentes sources d'informations. Donc c'est faux. Donc cette affirmation est fausse. Alors, une étude, donc c'est faux, ça n'existe pas, hein. C'est du cherry picking à ce moment-là qu'on nous accuse de faire, hein. Donc, dans les deux camps, c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention. Mais c'est pas faux parce qu'une étude montre que ce n'est pas le cas. On apprend en page 163 que les Gay Pride avec leurs drag queens ont toujours ressemblé à des antichambres de clubs échangistes. Alors là, ce qui est bien avec la source pour prouver cette affirmation, c'est que il y en a pas. À ciel ouvert. La grande nouveauté, c'est la présence massive d'enfants. Ils n'ont rien à faire là. Que se passe-t-il donc dans la tête des parents? Alors, c'est drôle parce que du coup, je me suis allé me renseigner pour savoir qu'est-ce que c'est qu'en fait ces orgies à ciel ouvert. Alors là, encore une fois, le propos est détourné et déformé. Elle ne parle pas d'orgie à ciel ouvert. Elles disent ça ressemble à l'antichambre d'un club échangiste. Je pense que Stéphane a dû aller dans une gay pride quelques fois dans sa vie. Et je crois que c'est pas quelque chose de secret, de caché qu'il est en région parisienne. Il me semble qu'il le dit de manière assez ouverte. Puis d'ailleurs, des gay pride, il n'y en a pas qu'en région parisienne. Il a dû aller quelques fois, comme moi, en gay pride. On peut pas nier. Et normalement, aucun militant gay, aucune militante lesbienne ne nie l'aspect sexuel de la gay pride. C'est même revendiqué. Je me souviens à l'époque où on expliquait que vu que notre sexualité est bridée notamment par l'homophobie, eh bien durant cet événement-là, on sursexualise pour montrer à quel point, pour normaliser en fait l'expression sexuelle de notre part, pour montrer que c'est normal en fait d'avoir une vie sexuelle qui n'est pas hétéronormée. Donc on sait très bien que les gay pride sont des lieux extrêmement sexualisés et il peut être légitime de dire que oui, les enfants ne devraient pas être au milieu d'une sexualisation à outrance d'adultes, ou soit dans les gay pride, nous ne devrions pas avoir cette sexualisation poussée à l'extrême. C'est pas un propos totalement incompréhensible. Pendant les prides. Et effectivement, j'ai retrouvé un article qui raconte qu'à la fin d'une pride, il y a eu une orgie d'une centaine de personnes. Et du coup, là, il déforme le propos en faisant croire qu'elles ont parlé d'orgie à ciel ouvert, et donc qu'il faudrait prouver qu'il y a effectivement eu des rapports sexuels dans les prides pour que leurs propos puissent être entendus. Puisse avoir une pertinence, alors que ce n'est pas ce qu'elles ont dit. Si on revient juste un tout petit peu en arrière... Ont toujours ressemblé à des antichambres de clubs échangistes à ciel ouvert. Voilà, à des antichambres, ressembler à des antichambres de clubs échangistes. Elles ne parlent pas, ou alors sinon si elles en parlent, ce n'est pas ce qui a été dit dans la citation, d'orgie à ciel ouvert. Et en fait, il a réussi à me... La première fois que j'ai vu la vidéo,
j'ai commencé à débunker ce point-là, à mettre en évidence la contradiction entre ce qui est lu et ce qui est interprété. Puis il a réussi à me faire douter. Je me suis dit, attends, non, je crois qu'en fait, du coup, il disait que dans le texte, il y avait vraiment marqué orgie à ciel ouvert, et dans ce cas-là, il a raison si c'est écrit littéralement, de le reprendre littéralement. Et en fait, je me rends compte que non, c'est pas ce qui est dit. À la page 165, là ça va plus du tout. Cette ambiance nous rappelle les années post-68. À l'époque, certains intellectuels et journaux français comme Libération faisaient la promotion de la pédophilie heureuse et non violente. Et ça c'est un problème. Et ça c'est un énorme problème d'essayer de faire une comparaison sans vraiment le dire entre la transidentité et la pédocriminalité. Là encore une fois, il fait dire des choses qui ne sont pas ce qui ont été dit. Elles expliquent qu'en 68, lors de la libération sexuelle, lors des mouvements, des manifestations, on avait des personnes avaient essayé de dénoncer des dérives et qu'elles n'avaient pas été entendues. Et elles font le parallèle avec le fait qu'actuellement, on essaye de mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler des dérives et qu'on n'est pas entendu. De là à faire croire qu'il y a une comparaison entre la pédocriminalité et la dysphorie de genre, ou si on ne veut pas utiliser le terme de dysphorie de genre, la transidentité de manière générale, c'est quand même un raccourci Mario Kart. On parle de dérive de l'idéologie transactiviste et on essaye de faire croire qu'on parle des personnes atteintes de dysphorie de genre et qu'on les compare à des pédocriminels. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Donc voilà, encore une fois, donc il utilise une pauvre femme homophobe qui avait fait l'actualité parce qu'elle a eu une phrase ridicule en 2013 au moment du mariage pour tous. C'était une femme qui expliquait que elle savait ce que c'était les homosexuels parce que c'était un homme qui lui a appris à coudre, mais qu'elle savait bien que c'était pas naturel, et ce genre de choses. Et donc on essaye de faire un dénigrement par association en prenant cette voix-là, ce ton-là, pour singer les propos des critiques du genre. On fait une comparaison entre les homophobes et les lesbiennes qui se battent pour leurs droits, puisque ils savent, ils sont pas sans savoir que la majorité d'entre nous, alors c'est pas le cas pour Marguerite Stern et c'est pas le cas pour Dora Muto, mais la majorité d'entre nous, nous sommes des lesbiennes au premier plan dans la question du transactivisme. Page 185, elles sont indignées, et moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Page 185, on nous dit qu'il y a un entrisme dans l'hôpital public, d'accord ? Il existe 10 unités en France spécialisées dans l'accueil des moins de 20 ans qui se déclarent trans. 10 unités. Voilà, non, pour elle c'est trop. C'est-à-dire qu'au début, on nous dit il y a 60 000 personnes trans, 20 000 à 60 000, ça veut dire qu'il y a une unité pour 1000 personnes trans, quoi. Bon, alors le calcul me semble hasardeux, étant donné que là on parlait des mineurs trans, et que le chiffre donné, c'est le chiffre des personnes trans identifiées de manière générale. On va remonter un petit peu en arrière. Il existe 10 unités en France spécialisées dans l'accueil des moins de 20 ans qui se déclarent trans. Donc 10 unités pour les moins de 20 ans qui se déclarent trans. Ça veut dire qu'il y a une unité pour 1000 personnes trans, quoi. Voilà, donc là il dit il y a une unité pour 1000 personnes trans en parlant de la population trans en général. Donc on voit bien qu'il y a un souci là dans l'utilisation de ce chiffre-là. Bon, voilà. Comment voulez-vous que les personnes trans en France puissent être suivies s'il n'y a que 10 unités pour les suivre ? Donc voilà, donc là il affirme qu'il n'y a que 10 unités pour suivre les personnes trans, ce qui je pense n'est pas le cas si le chiffre donné par les deux autrices est vrai, et qu'on a 10 unités pour les moins de 20 ans qui se déclarent trans. Alors on doit avoir bien plus, j'imagine, d'unités pour les personnes trans de manière générale adultes. La panique morale dans laquelle je suis tombé, on nous dit que le mot femme disparaît et que le vocabulaire scientifique et médical également. Voilà. Donc on va tout de suite aller vérifier si le mot femme est toujours, je ne sais pas, dans qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme une encyclopédie médicale en ligne. Tiens, encyclopédie. Voilà, donc là, bon, j'ai passé parce que c'est assez frustrant. Lui-même, il me semble avoir des propos assez condescendants par la suite.
on partage en partie sa frustration, pas pour les mêmes raisons, comme il le disait plus tôt. Il nous explique que si on cherche dans des encyclopédies en ligne qui ont peut-être été rédigées dans les 10 dernières années, on n'a pas vérifié, il ne vérifie pas dans ce que j'ai passé là, il ne vérifie pas la date de publication de ces informations. Il dit on trouve toujours le mot femme. Mais en quoi le fait que si tu cherches dans un bouquin de manière générale ou dans une encyclopédie médicale de manière particulière le mot femme et que tu le trouves, quoi est-ce que ça infirme l'affirmation comme quoi on a de plus en plus des réactions, soit des réactions à l'utilisation de mots femme, soit une utilisation d'autres termes pour parler des femmes, notamment personnes enceintes, personnes qui allaitent. Il utilise souvent le fait que lui, il le dit d'ailleurs là, il dit quand je suis tombée dans cette panique morale, j'y croyais, nanana. Pour le coup, moi quand j'étais transactiviste, donc quand j'étais de l'autre côté de la barrière, je peux vous assurer que si on utilisait le mot femme pour parler du sexe des individus, de la vulve, du clitoris, de ce qui concerne de l'endométriose, de ce qui concerne les femmes, on était repris. Donc à l'époque, c'était juste entre militants que le langage était policé. Et ça se déplace de plus en plus dans d'autres sphères de la société. Elle nous dit également qu'il est communément admis chez les communautés trans que le sexe est un spectre. Et ça, c'est quand même relativement pénible de lire une chose pareille, parce que non, le sexe n'est pas un spectre, ce n'est pas ce que disent les gender studies. En revanche, les gender studies un petit peu sérieuses, et je vous laisserai lire l'article si ça vous intéresse, nous disent quoi ? Nous disent que l'idée qu'il n'y ait que deux sexes, c'est une idée qui est extrêmement simpliste. Qui est une idée simpliste et qu'il faut dépasser. Et l'article est très long. Et pourquoi est-ce qu'il faut la dépasser ? Parce qu'on sait, on nous sort les questions des anomalies qui font que certains gènes peuvent passer. On le sait, moi dans mes études de biologie, j'avais un professeur et à l'époque j'étais transactiviste, lui était transactiviste, il nous passait ses idées transactivistes à travers de cette question-là, de la question d'individus qui peuvent présenter un phénotype X en ayant des chromosomes Y, sans mauvais jeu de mots sur les X et Y, mais bref. Mais en quoi est-ce que ça nous informe de quoi que ce soit dans le sujet qui nous intéresse ici ? D'accord ? Je vous recommande sa lecture, il est absolument passionnant, vous pouvez le traduire directement en français si jamais vous le souhaitez, tout est dans la description de toute façon de la vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi dire il existe deux sexes biologiques, c'est compliqué. Et c'est compliqué et c'est intéressant dans une discussion entre biologistes. Mais là, dans la discussion, du fait que parmi les agresseurs de femmes, c'est en très grande majorité des hommes, que parmi les agresseurs des enfants, c'est en très grande majorité des hommes. En quoi est-ce que ça nous intéresse de savoir qu'il y a des variations au niveau sexuel qui font que c'est simpliste de dire qu'il existe deux sexes et donc que si un homme se ressent comme une femme, ça ne fait pas de lui une femme, étant donné qu'il appartient à un groupe social qui est plus à même en raison de différents facteurs et notamment de sa sociabilisation, d'être auteur de crimes parce que les hommes sont plus auteurs de crimes. On s'en fiche de savoir à ce niveau-là qu'on a des anomalies qui font que que l'intersexuation existe, qui font que certaines personnes présentent un phénotype qui ne correspond pas à leur karyotype. C'est toujours cette argumentation-là, c'est l'argumentation aussi qu'avait mis en place Thomas Durand dans sa vidéo où suite à un tweet où il s'en prenait à une femme qui répondait dans un journal à une petite fille qu'il était impossible pour elle de changer de sexe, ce qui est la réalité. Soudainement on nous parle de karyotype, etc. Ça ne change absolument pas le fait qu'un individu d'un sexe en particulier n'ait pas la possibilité de changer de sexe. On peut avoir par exemple des opérations de chirurgie esthétique qui vont faire en sorte
de simuler l'appartenance au sexe opposé, et le fait de nous parler de la question d'un spectre ou d'une ambiguïté sexuelle ou tout ce qu'on veut, ne nous informe absolument pas sur cette question-là. Juste par rapport à la pédocriminalité et la transidentité, voilà une page qui est dédiée justement aux théories complotistes du pédopiégeage LGBT. Donc c'est une théorie du complot qui est fondée sur un prétendu pédopiégeage qui serait le fait de personnes LGBT à travers des agissements visant à amadouer des enfants à des fins sexuelles, éventuellement par voie électronique. C'est là qu'il parle de grooming, entre autres. Bref, c'est de la pure théorie du complot, hein. Je vous laisserai lire tout ça. Alors c'est pas de la théorie du complot que de dire que des hommes grooment des enfants. J'ai vu récemment un documentaire d'Arte sur la question, que je peux vous mettre en source. Là où on essaye de jouer sur les mots, de faire dire ce qu'on n'a pas dit, de machiner, c'est de nous expliquer que le fait qu'une personne soit transidentifiée n'est pas un facteur de risque aggravant sur le fait d'être pédocriminel. Et je suis d'accord avec cette affirmation, c'est pas parce qu'une personne est trans qu'elle est pédocriminelle, bien évidemment. C'est parce qu'une personne est un homme et que les hommes sont plus à risque de commettre des crimes, qu'il est particulièrement dangereux de faire croire qu'un homme est une femme sur base de son ressenti, et d'essayer de faire tomber les barrières des enfants dans un des éléments qu'on dénonce. Et puis, dans un autre élément qu'on dénonce, c'est le fait d'aller expliquer aux enfants, comme par exemple Jeffrey March, désolé pour l'accent, hein, l'accent absolument ignoble, mais bref, vous voyez de quel personnage je parle, certainement, qui dit aux enfants de venir lui parler en privé, qui explique aux enfants que si leurs parents ne disent pas Amen à un traitement, et que si c'est pas l'enfant qui décide du traitement qui doit être le sien, et tous les autres adultes autour qui lui disent Amen, si les adultes autour ne lui disent pas Amen, ça veut dire que ce sont des mauvaises personnes, qui sont transphobes, et que l'enfant doit couper les ponts avec. Ça, c'est des éléments effectivement qu'on dénonce, qui sont cette fois-ci plus spécifiques à la question de la transidentité, parce que c'est dans ce contexte-là que ce grooming se met en place, mais c'est pas parce que... le discours, c'est pas de dire c'est parce qu'ils sont transidentifiés qu'ils sont plus dangereux que la moyenne des hommes. C'est des hommes, ils sont dangereux, et certains hommes utilisent la question de la transidentité pour atteindre des enfants. C'est absolument incroyable parce que... Page 213, on apprend qu'il y a les agressions physiques commises par les personnes trans sur les gentilles femmes qui veulent pas que les trans aient des droits. Alors là, ça, il met en évidence sa frustration depuis tout à l'heure. Là, moi, ça m'a vraiment, vraiment agacé. Ce sous-entendu, alors là, c'est moi qui vais faire un procès d'intention, hein. Je reproche d'en faire, là, ça va être mon tour. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? On nous parle des trans qui agressent des femmes. Donc oui, donc déjà, c'est pas les trans, hein, c'est des personnes transactivistes, la plupart sont cis, qui agressent effectivement les femmes qui n'ont pas le même avis qu'eux. On l'a vu, hein, on se fait agresser en manif, notamment. On se fait agresser quand on fait des événements entre nous. Et lorsque Stéphane nous dit « les gentilles femmes », qui veulent empêcher les droits des trans, attendez, qu'est-ce qu'il dit exactement ? On peut pas déformer ses propos. Page 213, on apprend qu'il y a les agressions physiques commises par les personnes trans sur les gentilles femmes qui veulent pas que les trans aient des droits. Sur les gentilles femmes qui veulent pas que les trans aient des droits. Donc le gentil femme, il est très évidemment ironique, et qui ne veulent pas que les trans aient des droits. Encore une fois, pour la millième fois, la question, c'est pas la question des droits des personnes transidentifiées. On ne veut pas lutter contre les droits de qui que ce soit, et les hommes n'ont pas, à ma connaissance, de droits qui leur manquent, qu'ils soient transidentifiés ou non, en tant qu'hommes. Lorsqu'ils mettent l'emphase avec ironie sur les gentilles femmes qui ne veulent pas que les trans aient des droits, j'ai l'impression, mais alors encore une fois, procès d'intention de ma part, qu'on nous explique que ces violences, elles sont un peu méritées du coup. Pourquoi préciser ça ? Pourquoi préciser les gentilles femmes qui ne veulent pas que les trans aient des droits ? Ça explique qu'on puisse nous taper dessus ? Je comprends pas la précision ici. Les menaces, le harcèlement en meute, les pertes d'emploi, la cancel culture, la fameuse cancel culture, oui. Et il y a les appels à prendre les armes et les tueries, les prémices d'un terrorisme trans.
Voilà. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a comme preuve de terrorisme trans? On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. On a malheureusement le massacre à Nashville qui s'est produit, où effectivement l'auteur serait un homme trans, je ne sais même pas si c'est complètement vrai, voilà, qui s'appelait Audrey Hale. Et puis on a un deuxième exemple d'Alec McKinney. Donc, il se trouve que parmi les terroristes, on va retrouver des personnes trans, oui. Alors, on sait très bien que quand on parle d'un terrorisme masculiniste, par exemple, on ne parle pas forcément que des masculins qui prennent les armes pour aller tuer au nom de leur idéologie. On va parler aussi de la peur au quotidien que les hommes font peser sur les femmes. Lorsqu'ils nous suivent dans la rue, comme l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, lorsqu'ils nous suivent pour nous poser, de nous faire violer. Tout ça, ça fait partie d'un terrorisme que les hommes mettent en place sur les femmes au quotidien et qui ne passe pas forcément par une attaque armée au nom d'une idéologie revendiquée. Et là, on nous fait croire que lorsqu'on parle d'un terrorisme transactiviste, où on ne peut pas exprimer nos pensées, ou sinon on nous fait des procès d'intention, par exemple, nous considérer d'extrême droite, on nous fait croire que là, il faudrait que ça soit absolument des attaques armées pour être considéré comme du terrorisme. Mais puisqu'il parle des attaques armées, il y en a en réalité beaucoup plus que 2, donc je vais vous mettre les sources dans la description. Mais de toute manière, comme je disais, c'est pas ce dont il est question là dans le propos tiré du livre. Mais si on doit partir sur ce terrain-là, ça s'arrête pas aux 2 qu'il a cités. On parle de terrorisme à propos des personnes trans. La Russie a ajouté les LGBT à sa liste des terroristes et des extrémistes. Quel rapport entre le fait de parler d'un climat de terreur qui est mis en place par une idéologie, par un mouvement sectaire sur un autre groupe d'individus ou sur le reste de la population, et le fait que les personnes LGBT, dont du coup des personnes trans, soient considérées comme terroristes dans un autre pays. Encore une fois, il fait la confusion du coup entre les personnes LGBT et les transactivistes. En nous faisant faire cette confusion, en mettant un petit peu dans l'idée qu'on considérerait les personnes trans, par exemple, comme des terroristes et non pas l'idéologie transactiviste, et du coup en expliquant que si un pays considère les personnes LGBT, donc à la fois nous-mêmes et les personnes trans sont des terroristes, alors il ne peut pas y avoir de terrorisme transactiviste. Par exemple, c'est-à-dire que eux sont considérés par certains États et par certaines organisations comme des personnes terroristes. Et ce qui est d'autant plus intéressant et dramatique, c'est que le nombre de personnes trans assassinées chaque année, il est autour de 500 en général. Donc là, c'est un article de 2017 de Libération. Et donc, quitte à parler de terrorisme, en fait, quand on fait un travail sérieux et quand on veut être un tout petit peu honnête, on parle. Non pas des faits divers, mais on parle de ce qui fait système. Alors, ça, c'est intéressant de parler de ce qui fait système et de nous sortir ce chiffre de 300 personnes trans tuées chaque année. Donc, c'est un chiffre qui se base dans le monde, hein, parce que à chaque thé d'or, lorsqu'on nous sort ces chiffres-là, parfois des comptes transactivistes sont eux-mêmes mal renseignés et font croire que ce chiffre est le chiffre au sein du territoire français. Parfois, ils ne le précisent pas. Et quand on voit 300, ça se rapproche du nombre de féminicides, et effectivement, ça choque. On se dit 300 personnes trans tuées en raison de la transphobie, c'est énorme. En réalité, quand on creuse un peu ces chiffres-là, et des féministes ont fait le travail par le passé, hein, déjà c'est un chiffre mondial, et ensuite c'est très compliqué d'avoir la preuve ou même des indices que la mort de ces personnes trans soit due à la transphobie. Il y a des cas de meurtre entre conjoints, donc où c'est le petit ami de l'homme transidentifié, donc de la femme trans, qui a tué la personne. On a énormément de cas dans ces 300 de clients, c'est-à-dire de prostitueurs, qui ont tué des personnes en situation de prostitution, donc des hommes qui ont tué les hommes transidentifiés qu'ils violaient contre de l'argent. Donc c'est une horreur absolue ces chiffres, hein. Par contre, ce n'est pas la preuve de meurtre transphobe systémique. C'est un indicateur de transphobie, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a autant d'hommes transidentifiés qui sont tués par des prostitueurs? Parce qu'on a énormément d'hommes transidentifiés qui se retrouvent à devoir survivre en subissant les viols
via l'exploitation sexuelle. Donc effectivement, c'est un indicateur, le nombre de personnes trans identifiées dans la prostitution. Mais ce chiffre n'est pas l'indicateur, par contre, d'un meurtre massif de personnes trans dans le monde en raison de la transphobie. Dans les États, bien sûr, où les personnes homosexuelles et trans peuvent se retrouver face à la peine de mort, bien évidemment, la question se pose. Mais là, on essaye de nous mettre des chiffres qui ne sont pas ce qu'on essaie de leur faire dire. De plus, ces meurtres de personnes trans sont commis en très très grande majorité par des hommes. Est-ce qu'on essaie de nous expliquer que ce sont ce qu'on appelle avec cette insulte misogyne les TERF qui tuent les personnes trans? C'est pas le cas. Donc encore une fois, comme pour la question des prisons, on nous met sur le dos les crimes d'autres hommes. Voilà, il y avait une ironie qui était faite sur ces... Puisque là, il est en train de faire un parallèle entre les violences contre ces gentilles femmes qui se battent contre les droits des trans. Et donc, il met en parallèle, par rapport aux violences qu'on subit de la part des transactivistes, les crimes commis par d'autres hommes sur des personnes trans. Deux cas qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas liés, et c'est certainement pas les femmes qui subissent ces violences de la part des personnes transactivistes qui commettent ces violences sur les personnes trans. C'est du même niveau que lorsqu'on dénonce les féminicides et qu'on nous explique, les masculinistes qui nous expliquent oui mais les hommes se suicident beaucoup plus. Et on essaye de nous faire croire que parce que les hommes sont victimes de quelque chose, donc en l'occurrence sont plus à même de se suicider, ont plus de risques de se suicider, alors il ne faudrait pas que nous dénoncions les féminicides. On revient sur le concept de stérilisation forcée. Donc là, elles disent, moi je veux bien que vous disiez que vous n'êtes pas un homme et que vous êtes une femme, à la seule condition que vous fassiez l'opération. C'est-à-dire qu'elles veulent décider, pour les personnes trans, qu'elles doivent faire l'opération pour pouvoir réutiliser la dénomination homme ou femme. On va revenir dessus dans un instant. Et écoutez ce qu'elles osent dire. Qualifier de stérilisation forcée le fait qu'on attende de vous que vous alliez au bout de votre démarche et que vous fassiez un changement de sexe médical pour pouvoir changer de sexe à l'état civil, c'est un procédé malin pour se placer en victime. Alors, je serais très étonnée que les deux autrices considèrent qu'un homme qui aurait subi cette mutilation-là soit légitime à être considéré comme une femme et à exiger qu'on le considère comme une femme. C'est pas ce que j'ai cru comprendre de leur position. Donc j'ai un peu un doute sur le fait que ça soit encore une fois quelque chose qui soit transformé. Dans l'extrait qu'il nous lit, elle semble expliquer que si on considère appartenir, parce qu'on le ressent, à un sexe qui n'est pas le sien, mais qu'en même temps on considère injuste de devoir se rapprocher de ce sexe-là, d'un point de vue d'une esthétique qui vise à singer la biologie du sexe d'en face, pour être considéré à l'état civil comme appartenant au sexe dont on se ressent, elles disent que c'est hypocrite de venir à porter ensuite l'argument de la stérilisation forcée. C'est ce que moi j'en ai compris. On peut pas à la fois dire je suis de l'autre sexe, et lorsqu'on nous dit ok, bon bah du coup il faut une opération de changement de sexe qui en réalité n'est pas ça, dire vous voulez nous forcer à nous stériliser. Alors qu'en réalité, bah non, il n'y a pas de stérilisation à avoir et il n'y a pas de changement d'état civil à avoir, c'est impossible de changer de sexe. Donc, il ne me semble pas qu'elles disent par contre si tu changes de sexe, alors là c'est légitime de considérer que tu peux changer de sexe. On twiste la logique qu'elles essayent de mettre en place pour leur faire dire des choses qui ne sont pas ce qu'elles disent, encore une fois. Alors, Dora, Marguerite. Dora, Marguerite. Vous n'ignorez pas que beaucoup de mots sont polysémites. Vous n'ignorez pas, j'ai pas préparé d'exemple en tête, mais je sais pas, le mot race par exemple. Vous n'ignorez pas que le mot race, quand il est utilisé par quelqu'un qui travaille pour la classification des espèces animales, n'a pas du tout le même sens que le mot race quand il est utilisé dans un média d'extrême droite. Ce que j'essaie de vous dire à travers cet exemple, c'est que vous essayez de faire croire que la question de l'utilisation des mots hommes et femmes est une pure question sémantique. Alors ça, la question sémantique, on va l'aborder dans une vidéo qu'il a fait plus tard, où il fait croire que le sujet, c'est pas du tout la définition d'homme et de femme, alors que c'est précisément le sujet. Ah, les coûts du transgenrisme à la France. Alors là, il faut quand même que vous vous accrochiez sur un point, parce que effectivement, on découvre les sommes que reçoivent les associations qui luttent pour les droits des trans.
Des sommes parfois publiques. Alors parfois c'est beaucoup, parfois c'est une centaine de milliers d'euros, tout ça. Mais elles ont quand même pris le soin de citer 2 exemples assez choquants, donc je vais vous les citer, parce que là effectivement... Bon, là il va nous sortir un chiffre ridicule de subvention à une association. Quand on parle du coût des soins apportés aux personnes transidentifiées, j'imagine qu'on parle plutôt des coûts des opérations remboursées, des coûts de l'épilation qui est remboursée aux hommes et pas aux femmes, que des 2000 € de subvention d'une obscure association. Je vous invite à aller écouter Rebelles du genre. Dans un des épisodes, on a un témoignage qui concerne la question de l'épilation et de l'épilation remboursée pour les hommes transidentifiés. Alors bien évidemment, si une personne a besoin de soins, c'est normal que la société, en solidarité grâce à nos cotisations, paye les soins nécessaires pour cette personne-là. Maintenant, si on a une idéologie qui fait en sorte que ce soit les patients qui décident de leur propre traitement, et une idéologie qui pousse les gens à penser qu'il est pertinent de subir des opérations esthétiques si elles se ressentent de l'autre sexe, c'est plus compliqué de ne pas s'offusquer de dépenses qui peut-être pourraient être évitées. L'éducation populaire, les droits humains, l'accès à la santé et au droit à le planning familial, qui parle plus que des trans. Et quand bien même le planning familial voudrait parler un jour plus que des trans, où serait le problème? Le problème, c'est que si on a une association qui au départ vise la santé, notamment des femmes, et en grande partie avec des questions qui nous intéressent, comme la contraception, l'avortement, et que cette association-là, que ces ressources-là, ne parlent plus que des hommes transidentifiés. Alors, bien évidemment, dans les personnes trans, il y a également les femmes transidentifiées. Oui, je pense que ce serait un problème. Je suis assez étonnée qu'on nous dise que c'est pas un problème. Certaines personnes étiquetées complotistes, elles se protègent du coup du terme complotiste par les médias, véhiculent d'autres thèses assez épicées. Et plutôt que de dire que ce sont des thèses complotistes, elles vont en parler et les développer un peu. La surpopulation mondiale posant un problème de développement durable, il pourrait être envisagé de réduire la population mondiale en stérilisant une partie de celle-ci. Bon, là, effectivement, thèse complotiste. Voilà ce que c'est Transmania. Un pamphlet absolu contre les personnes trans, dirigé quasiment exclusivement contre les femmes trans. Exclusivement contre les femmes trans, on peut le dire. Mais pourquoi exclusivement contre les hommes transidentifiés? Parce que les femmes ne représentent pas un danger. Les femmes transidentifiées ne représentent pas un danger pour les femmes. Elles ne représentent pas un danger pour les hommes. Elles ne représentent pas un danger. Elles sont victimes de cette idéologie. Donc, oui, c'est pas étonnant qu'on s'intéresse surtout aux conséquences d'hommes qui veulent imposer leur vérité, qui veulent imposer ce qu'ils considèrent être vrai, c'est-à-dire leur appartenance au sexe féminin, et donc leurs conséquences sur les femmes. À souffrir aussi un petit peu, parce que moi je commence à développer des amitiés avec des femmes trans, par exemple l'administratrice de mon Discord. Là, on a un argument qui est souvent mis en évidence, qui est il faut pas tenir ce genre de propos parce que c'est pas gentil. C'est pas gentil et ça peut faire du mal à des hommes. Alors maintenant, on va s'intéresser à sa deuxième vidéo. Il va nous expliquer ce qu'il compte faire du livre maintenant qu'il l'a acheté, lui, et qu'il a fait une vidéo dessus. Déjà, il faut savoir que j'ai surligné quand même dans le bouquin les passages qui sont plutôt bien. Vous voyez, par exemple, là, il y a des trucs qui sont pas mal là que j'ai surlignés. Voilà, donc du coup, un humour de qualité. Qu'est-ce qu'on fait avec un livre qu'on n'a pas apprécié? Eh bien, on le détériore. Bon, à la limite, c'est son bouquin, il en fait bien ce qu'il en veut. Mais on le détériore pour ensuite en faire un contenu sur internet et faire rire nos petits copains et avoir plein de love bombing sur la destruction d'un livre. Il va expliquer après dans la vidéo, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire que je la passe et que je la commente en direct. En gros, il va après, il y met le feu, il la déchire, il le plonge dans l'eau et est-ce qu'il fait autre chose? Oui, il arrache la couverture. Bref, il dégrade le livre et il se filme en train de dégrader le livre et en faisant des petites blagues, voilà. Mon avis, vous en faites ce que vous voulez.
si jamais il a acheté ce livre neuf et qu'il a donc donné 21 € à ces deux autrices, bon, bien sûr, il y a les charges, les machins, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Le plus pertinent pour qu'elle touche un minimum d'argent, ça aurait été de donner ce livre en médiathèque. De cette manière-là, les gens auraient pu le lire, se faire leur propre idée, voir si effectivement les sources sont aussi crades que ce qu'il nous met en évidence, et si la mauvaise foi est présente, se rendre compte de ça sans reverser d'argent aux deux autrices. Voilà, un livre en médiathèque aurait pu être lu et aurait permis aux gens de faire leur propre analyse. Voilà, ça m'aurait semblé être la chose la plus pertinente à faire. Moi, si je mets la main sur le bouquin, bien sûr, je n'irai pas l'acheter neuf, parce que j'ai un gros doute sur la qualité de cet ouvrage. Il est en vente très régulièrement sur Vinted. Si jamais je devais mettre la main sur le livre d'occasion, j'ai d'autres livres à lire avant celui-là, mais je ferai ça, je le donnerai en médiathèque de manière à ce que le livre soit acheté un minimum de fois tout en pouvant être consulté par un maximum de personnes. Et enfin, dernière vidéo, la question de l'argument transphobe le plus éculé d'après Stéphane. Il va nous parler ici sémantique. Et on n'est pas du tout d'accord sur le sujet, puisqu'il nous explique que la définition de femme et d'homme va changer selon le contexte, et donc qu'on ne peut pas considérer la définition de adulte femelle humaine pour les femmes et adulte mâle humain pour les hommes, on ne peut pas considérer ces définitions comme seules valables, et donc que nous faisons fausse route, et que la question n'est pas une question de définition. C'est exactement ça le sujet. Lorsqu'on essaye de nous forcer à percevoir un homme comme une femme, c'est bien la question de la définition du mot femme. Et lorsqu'on n'a pas de mots pour définir un sujet, on ne peut pas en parler correctement. Et donc on ne peut pas défendre les droits des femmes si le mot femme perd son sens. Mais lâchez-moi, mais fichez-moi la paix, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, fichez-moi la paix. Ok, mais alors arrête de déformer nos positions, nos propos, et du coup d'aller dans le sens d'une idéologie qui va à l'encontre de nos droits. Ça a été popularisé par Matt Walsh. Alors Jordan Peterson, déjà, c'est pas une personnalité particulièrement sympathique à suivre, c'est le moins qu'on puisse. Donc là, on essaye de faire un déshonneur par association où on va utiliser un homme d'extrême droite qui va réutiliser un argument des féministes radicales. Donc déjà, merci de mettre nos arguments dans la bouche des hommes. Donc on nous dit, c'est Matt Walsh qui a popularisé cette question. What is a woman, pour faire des honneurs par association, pour nous faire comprendre que c'est une question d'extrême droite. Mais en réalité, c'est juste la base du questionnement, où si on nous explique qu'un homme peut s'identifier, peut indiquer qu'il est une femme et nous forcer à le voir comme une femme, ou tenter en tout cas de pousser à ce qu'on le voit comme une femme, avec l'argument c'est un ressenti et je me ressens femme, la question qu'on pose c'est ok, qu'est-ce que c'est qu'une femme ? On a les héros qu'on mérite. Voilà, on a les héros qu'on mérite, donc non seulement c'est pas notre héros, mais en plus on a parfois des idées en commun, ou pour des raisons différentes, un avis qui peut sembler être du même côté qu'un autre groupe. Ça n'est pas une preuve de proximité entre les deux groupes. C'est vraiment un argument fallacieux, vous savez, du type savais-tu qu'Hitler était végétarien ? On se doute bien que entre des lesbiennes non conformes aux stéréotypes de genre, féministes radicales, et des conservateurs suprémacistes blancs américains, même si on peut avoir un avis qui de loin peut sembler être concordant sur la question du transactivisme, en réalité, ni la manière de l'exprimer, ni l'analyse qu'on en porte est équivalente dans les deux cas. Je veux dire, il y a un moment donné, posez-vous des questions. Il y a un moment donné, vraiment, posez-vous des questions. De quel côté est-ce que vous êtes actuellement ? Soit vous faites. Non mais est-ce qu'on devrait dire ah oui ok, allez-y les gars, venez vous considérer comme des lesbiennes, il n'y a pas de problème, parce que je ne veux surtout pas qu'on puisse penser, si on est de mauvaise foi, que je suis du même avis qu'un suprémaciste blanc américain. Un pur coming out d'extrême droite. Et vous l'assumez une bonne fois pour toutes. Il est dans un raisonnement circulaire où il considère que parce qu'on est critique du genre, on est d'extrême droite. Et quand on lui dit mais pourquoi
penses-tu qu'on est d'extrême droite ? Il dit, c'est les propos que vous tenez. Les propos qu'on tient sont d'extrême droite parce qu'on est d'extrême droite, et on est d'extrême droite à cause des propos qu'on tient. On a un raisonnement circulaire. Il me semble d'ailleurs que ça avait été mis en évidence aussi dans la vidéo d'Astronogeek. Donc voilà, peut-être que je cite pour la seconde fois la vidéo d'Astronogeek, donc on va penser que je suis, soit que j'apprécie le type, soit que je suis du même courant politique ou du même avis que lui, alors que là on parle d'argumentation. Mais vous arrêtez vos bêtises. Alors là, dans cette vidéo, il est extrêmement condescendant, extrêmement paternaliste. C'est assez insupportable. Vous arrêtez vos bêtises. Il demande à un groupe de femmes de se déclarer d'un groupe politique auquel elles n'appartiennent pas et contre les idées desquelles elles se battent, avec un ton paternaliste comme ça. Il va falloir vraiment arrêter de vous poser des questions. Et je me demande, possède intention, hein, encore une fois, mais je me demande si c'est comme ça qu'il parle à ses étudiantes. Est-ce que c'est une manière pertinente pour lui de parler à des gens que d'utiliser ce ton-là ? Moi j'ai une question très simple à vous poser en fait. Est-ce que vous pouvez me définir des choses très simples comme, je sais pas, fleur ? Donc là il va partir dans toute une explication où il va nous demander de définir le mot fleur, le mot concept, pour nous expliquer la question de la polysémie. Ou du fait que voilà, définir un mot ce soit pas si simple que ça. Si jamais j'expliquais que je me ressentais fleur ou que je me ressentais concept, ou si je commençais à partir dans une thèse sur les fleurs ou sur les concepts, ce serait pertinent effectivement que je sache définir les termes dont je parle. Si je me considère experte d'un sujet, c'est pertinent effectivement que la question de la définition du sujet dont on parle soit assez claire. Donc si je considère que être une femme est un ressenti, c'est pertinent que je puisse définir le mot femme, qu'on puisse parler sur des bases communes. Sinon, si on part du principe que les mots n'ont aucun sens, on ne peut plus discuter entre nous de n'importe quel concept en fait. La plupart du temps, justement, quand on veut discuter un peu sérieusement de quelque chose, on commence par définir les termes. Donc là, il nous fait toute une petite démonstration sur le sujet qui n'a pas lieu d'être. C'est quoi la définition de rouge ? Quelle est la définition du mot rouge ? Et là, il est sûr d'avoir d'être ça, il drop the mic alors qu'il n'a rien démontré. Et oui, il y a des mots qui sont difficiles à définir, ok. Par contre, si je considère, si je fais toute une idéologie sectaire autour du mot rouge, en partant dans un délire comme ça, sur le fait que cette couleur permettrait de... Et bien dans ce cas-là, il faut que je puisse définir ce que j'entends par rouge. Lorsqu'on a des pseudo-scientifiques qui nous parlent de l'énergie, qui nous dit, moi, mon produit, il va augmenter les énergies, il va nettoyer le chakra. On va demander à ces gens-là, ok, définis le mot énergie, définis le mot chakra. De quoi tu parles en fait exactement ? Parce que si on reste flou comme ça, c'est de cette manière-là que ces mecs peuvent réussir à exploiter des personnes un peu plus crédules, à entuber les gens dont ils veulent tirer bénéfice, en ne définissant pas, en restant volontairement flou sur les termes sur lesquels ils considèrent avoir une influence. L'énergie, les chakras... Ça n'a pas une grande importance que lorsqu'on parle de la couleur rouge, on soit sûr qu'on parle tous exactement de la chose que l'on perçoit. Bah oui, parce que pour la couleur rouge, ça n'a pas forcément une grande importance. Alors que pour la présence des hommes dans les espaces féminins, pour les soins apportés à une gamine dysphorique, là, ça a quand même une importance. J'ai loupé un passage, je m'en suis rendu compte après en revoyant ce que j'avais déjà dit sur cette vidéo ailleurs. J'ai loupé un passage dans lequel il nous demandait d'écrire des adjectifs liés à femme pour prouver que ce qu'on aurait écrit et ce que les gens auraient écrit dans un micro-trottoir serait de l'ordre du genre et pas du sexe.
Bon, déjà, il y a un procès d'intention qui est fait où il se répond à lui-même, donc il imagine ce qu'on aurait dit et il répond à ce qu'il imagine qu'on aurait dit. Mais surtout, je me demande ce qu'il compte faire avec, enfin, ce que ça démontrerait. C'est-à-dire que oui, il y a des stéréotypes sexistes qui sont des stéréotypes qu'on colle selon le sexe d'un individu. Donc forcément, si on fait un micro-trottoir, bah oui, peut-être que va y avoir des termes qui vont être raccrochés aux mots femmes qui n'ont pas de rapport avec la biologie. C'est possible. En quoi ça nous informe sur la définition du mot femme. Il y a des raisons pour lesquelles ces stéréotypes de genre sont liés à la question du sexe, notamment via une société qui, avant même la naissance, se comporte différemment selon si l'enfant dans le corps de sa mère a tel ou tel organe sexuel ou est perçu comme tel, hein, parce que bien évidemment si on se trompe dans le sexe de l'enfant, mais ça va déjà avoir un impact sur la manière de se comporter des adultes, qui vont ensuite impacter l'éducation des enfants, peu importe le ressenti de cet enfant-là. Alors, il va y avoir des choses qui vont lui être calées dessus. Ça ne nous informe pas tellement sur la réalité de son sexe ou sur la définition du mot femme. Le fait que quelqu'un puisse dire douce, gentille, au lieu de dire, je sais pas, porteuse d'utérus, saigneuse, qui sont des termes utilisés dans l'idéologie transactiviste pour éviter de dire le mot femme. Et si des personnes n'arrivent pas à vous donner cette définition du mot femme, vous considérez qu'ils ne peuvent pas reconnaître une femme, par exemple? Bah, là, encore une fois, procès d'intention, homme de paille, ce qu'on veut. Enfin, la définition du mot femme, on demande à ce qu'on se mette d'accord sur cette définition lorsqu'on parle avec quelqu'un de la réalité de ce qu'est une femme. On sait très bien qu'on est capable, en quelques dixièmes de seconde, de reconnaître le sexe d'un individu dans la rue, avec une marge d'erreur assez faible, en se basant sur tout ce qui constitue le sexe d'un individu. La répartition graisseuse, la taille, la voix, la répartition musculaire, les traits du visage, de caractéristiques sexuelles secondaires comme la barbe, comme les seins, et aussi des critères sociaux liés au genre. Donc ça va être de l'ordre esthétique, par exemple les vêtements, par exemple la coiffure, ou ça va être plus des comportements acquis ou innés, peu importe, de la démarche, de la manière de prendre de l'espace dans la rue. Je sais pas où il veut en venir en disant que si une personne n'a pas une définition basée sur le sexe du mot femme, alors il ne peut pas reconnaître une femme dans la rue en se basant sur son sexe. Est-ce que vous le considérez ça? Donc est-ce que c'est un problème quand vous demandez à des personnes de définir le mot femme, qui vous répondent que c'est difficile à définir? Quand vous vous dites non, c'est très simple à définir, non, c'est pas simple à définir. Mais, ok, c'est pas simple à définir, mais du coup ne nous menaçons pas. Si on refuse de considérer un homme comme une femme, ne menaçons pas de nous traîner devant les tribunaux si c'est difficile à définir. Et cette prise de conscience, elle a permis d'apporter une autre définition du mot femme qui existe, que vous ne voulez pas entendre, qui est une personne qui se ressent ou qui se détermine selon le genre féminin. Alors vous n'aimez pas cette définition-là, mais c'est aussi une définition du mot femme que vous refusez strictement d'entendre. Donc pourquoi, si cette définition soi-disant n'est pas basée sur le sexe, pourquoi est-ce qu'on essaye d'imiter le sexe féminin pour les personnes qui se ressentent femmes? Pourquoi est-ce qu'on va donner des hormones des femmes? Pourquoi est-ce qu'on va faire des chirurgies esthétiques pour se rapprocher vaguement de ce à quoi on pense que ressemble une femme?
d'un point de vue biologique, si cette définition biologique, c'est une définition totalement différente de celle qu'on entend dans le cadre du transactivisme. J'ai fini par comprendre des trucs aussi simples que ça, elles peuvent finir par y arriver. Bon, alors là, on retombe dans un paternalisme, une condescendance incroyable, où en fait, c'est parce qu'on n'a pas lu. Alors moi, j'étais, justement, avant de me renseigner, avant de faire preuve d'esprit critique, j'étais transactiviste. C'est quand j'ai commencé à lire que je suis partie du côté critique du genre, du côté radfem. Et peut-être que ça veut dire que femme, c'est pas qu'une seule notion biologique. À un moment donné, il va falloir sortir de ce truc-là. Pourquoi il va falloir sortir de ce truc-là, exactement ? Pour pouvoir inclure les hommes ? Il va falloir aussi arrêter de nier l'autodétermination des individus. Pourquoi est-ce qu'il va falloir arrêter de nier l'autodétermination des individus pour inclure les hommes ? Et qu'en plus de ça, vous faites un énorme homme de paille. C'est que vous prétendez que si on n'est pas capable de définir précisément un concept qu'on utilise, parce qu'on est un petit peu idiot. Il fait un homme de paille en prétendant qu'on fait un homme de paille. La question, c'est pas de savoir si les transactivistes sont idiots ou sont pas idiots. La question, c'est que si on définit pas le mot femme, alors on part sur des définitions différentes du mot femme, qui ne sont pas compatibles, et donc on ne peut pas avoir un dialogue sur le sujet sain, et on ne peut pas utiliser ensuite la définition transactiviste du mot femme pour impacter femme dans la définition biologique. Ça n'a pas de sens à ce moment-là. De dire, en fait non, mais c'est vous qui comprenez pas, c'est juste un mot qui a deux définitions différentes. Donc du coup, nous là, on parle des femmes dans la question du genre, pas dans la question du sexe. Mais donc du coup, vu que les femmes trans sont des femmes, alors elles ont droit à aller, par exemple, dans les espaces réservés aux femmes d'un point de vue de la définition du sexe. Ça n'a juste pas de sens.